Donc, j'invite maintenant le docteur Pierre Lemarquis. Pierre Lemarquis est neurologue. Il a écrit plusieurs ouvrages de référence sur le cerveau et le cerveau du musicien. Pierre, à toi la parole. Merci Ariel, merci à vous. Chopin, il continue de courir dans notre tête. On raconte qu'à l'époque de Chopin, les jeunes filles de bonne famille apprenaient la broderie et puis à jouer du piano. Alors elles jouaient du piano et puis on les présentait à des messieurs d'âge plus avancé qui les choisissaient pour épouses. Et quand elles se sont mises à jouer du Chopin, vous voyez ce que ça donne. Elles refusent la vie qu'on leur avait tracée. C'est l'éveil de la conscience. Alors Chopin, qui pénètre dans l'esprit des jeunes filles et qui est responsable de l'émancipation de la femme, pourquoi pas. Mais Chopin était sous l'influence de George Sand. Alors George Sand, par transitivité, qui rentre dans l'esprit de Chopin, qui rentre dans sa musique, qui rentre dans l'esprit des jeunes filles. Vous voyez, on est dans les maladies infectieuses, les agents infectieux. Alors, Chopin aussi, quand vous êtes triste, ça vous est tous arrivé d'être triste, vous vous sentez tout seul, la vie n'a plus d'intérêt, et puis alors vous écoutez Chopin, vous écoutez Tristesse, par exemple, vous croyez que vous allez vous enfoncer encore plus dans la dépression, ben c'est faux. Tristesse arrive dans votre cerveau, Chopin chante, il vous parle, il vous montre que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a quelqu'un qui vous comprend, pas par ses mots, par ses notes, il est capable de comprendre ce que vous ressentez, de le vivre pour vous, et il y a un dialogue qui s'instaure, et quand la musique est finie, curieusement, vous êtes moins triste. Chopin est parti avec votre tristesse. Donc vous voyez comment la musique sculpte le cerveau des jeunes filles et nous caresse, nous délivre de la tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on écoute une musique ? Voilà une des plus belles expériences qui a été faite donc, à l'Institut Max Planck à Leipzig. Dans un premier temps, quand on écoute une musique qui nous plaît, donc on a cette partie du cerveau qui se trouve derrière l'oreille qui se met à travailler plus fort. Vous voyez, la musique nous plaît, on monte le volume. Alors c'est important parce que cette partie-là aussi contient la réception du langage. Donc il y a les interactions entre la musique et le langage. On a l'impression que la musique existait avant le langage, de la musique avant toute chose, nous disent des poètes. Et puis après, on a immédiatement la partie antérieure de notre cerveau qui se met à travailler. Alors à quoi sert cette partie antérieure de notre cerveau ? La partie postérieure du cerveau sert à recueillir les informations sur le monde par les sens, vous voyez. Et une fois qu'on a recueilli ces informations, on les compare à nos souvenirs et on va agir sur le monde. Donc c'est ce beau lobe frontal, vous voyez, qui s'est bien développé, qui nous distingue de l'animal, qui nous permet d'exercer une action sur le monde pour nous maintenir en vie en fonction de nos acquis. Donc le musicien a ce lobe frontal qui s'active tout de suite, ou nous-mêmes, l'auditeur, a ce lobe frontal. Alors, pour quelle raison ? Parce que le plaisir en musique, vous l'avez compris tout de suite, c'est de se souvenir des quelques accords qu'on vient d'entendre, et d'attendre les suivants. Alors vous voyez, parfois Chopin nous donne quelque chose qu'on attend, parfois il nous donne quelque chose d'inattendu, qui nous réveille, qui intrigue notre curiosité. Donc cette alternance de répétition, de différence, fait tout le plaisir qu'on a à l'écouter. Alors c'est très important, comme ça Chopin sculpte notre lobe frontal, on va peut-être être capable de prendre de meilleures décisions ce soir, on pourra toujours essayer. Et puis en même temps, pour les enfants qui vont faire de la musique, ils seront capables de mieux planifier, par exemple, leur révision, de mieux réussir à des examens. C'est pas énorme, hein, l'étude qui a été faite, c'était une demi-heure par jour pendant quelques années. Donc c'est pas... Et les musiciens peuvent avoir ce cerveau qui va se développer également. Et puis après, la musique se diffuse dans notre cerveau. Alors on a un petit peu à droite, traditionnellement, plutôt les timbres, l'enveloppe de la mélodie, à gauche, le rythme, et puis également l'écart entre les notes. Vous voyez, la musique, en fait, emprunte... le langage va emprunter les circuits de la musique, mais la musique est beaucoup plus complète. C'est pour ça que si vous perdez la parole, par exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral, vous ne pouvez plus parler, eh bien, vous récupérez plus vite le chant. Vous serez capable de chanter avant de reparler. Vous voyez. Surtout si on vous tient un petit peu par la main, si on vous touche l'épaule, en même temps, on vous fait chanter, on peut réussir à vous démutiser. Les gens qui bégayent, quand ils se mettent à chanter, ils ne bégayent plus. Les dyslexiques sont énormément améliorés par la pratique de la musique grâce à ces données. Et ensuite,
La musique agit donc sur ce qui est peut-être la plus grande découverte donc, de la fin du siècle dernier en neurosciences, sur ce qu'on appelle donc, ces fameux neurones miroirs qui imitent le monde. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, eh bien, votre cerveau fonctionne comme si vous faisiez cette action, surtout si vous la connaissez déjà. Si vous voyez quelqu'un qui danse le tango, vous ne savez pas danser le tango, il ne va pas se passer grand-chose dans votre cerveau. Si vous savez un petit peu danser le tango, eh bien, vous allez danser le tango. Et puis, entre deux danseurs de tango, comme on l'a sur l'image, vous voyez, chacun va comprendre ce que l'autre va faire, ils peuvent anticiper, et c'est comme ça qu'ils arrivent à danser. Puis Ariel parlait tout à l'heure de cerveau social. Eh bien, quand vous regardez une piste de danse où il y a 50 danseurs, ils ne vont pas se toucher. Et s'ils sont tous en phase, chacun va danser, utiliser son secteur, grâce à ces neurones miroirs donc, qui nous servent à apprendre. Vous voyez, voilà, regardez. Voilà Giacomo Risolati, donc qui travaille à Parme, qui est l'inventeur, entre guillemets, avec son équipe, le découvreur des neurones miroirs. Regardez-le bien, il ressemble à Einstein et il mérite le Nobel qu'il aura certainement très prochainement. Alors voilà ce qui permet, par exemple, grâce aux neurones miroirs, un papa ou un psychologue peut faire tirer la langue à un bébé dès sa naissance. Vous voyez, vous faites l'expérience la prochaine fois que vous voyez un bébé, de demander la permission aux parents, vous lui tirez la langue et vous verrez qu'il va vous tirer la langue. Donc après, si vous lui parlez, il va regarder comment vous faites, il va intégrer tous vos mouvements et c'est comme ça qu'on apprend à parler ou à jouer d'un instrument de musique. Alors, ces neurones miroirs sont extraordinaires, mais c'est uniquement de la photocopie. Risolati le dit, il n'y a rien de magique dans les neurones miroirs. La magie, le fait que Chopin puisse rentrer à l'intérieur de vous, ça va être l'étape succès qui va venir. On a des zones dans le cerveau qui nous permettent de ressentir les choses de l'intérieur. C'est très à la mode à l'heure actuelle, donc on appelle ça l'empathie. C'est-à-dire que vous voyez cette petite zone du cerveau qui va s'activer quand vous avez mal, on appelle ça l'insula. Eh bien, si vous voyez quelqu'un qui se coince les doigts dans une porte de voiture, vous aurez également la même zone du cerveau qui va s'activer, sauf si vous n'aimez pas la personne. Ou alors là, c'est d'autres secteurs du cerveau on a vu ça dans les matchs de foot, etc. Et puis après, donc la fin de tout ce circuit, c'est notre cerveau profond, le cerveau le plus ancien, le plus archaïque, celui qui contient le système du plaisir et de la récompense, celui qui nous donne envie de nous amuser. Vous voyez, c'est le cerveau qui est dédié à Dionysos. On a deux cerveaux, un qui est dédié à Apollon, qui nous permet d'essayer de diriger notre vie au mieux pour survivre, et un autre cerveau qui est dédié à Dionysos, qui nous permet de nous amuser, de faire la fête et d'avoir envie de vivre. Alors vous voyez, c'est des neurones très, très barbares, le nucleus accumbens, l'aire tegmentale ventrale, au plus profond de notre cerveau, et tout ça va s'activer pour nous donner du plaisir. Ah, attendez, pardon, je suis revenu en arrière. Voilà, donc vous voyez ce cerveau dédié à Dionysos et au-dessus celui dédié à Apollon. Alors on parle aussi un peu d'un cavalier qui est sur un cheval, quoi. Apollon, c'est le cavalier et il dirige le cheval qui est un peu fou. Le cheval a envie de s'amuser et le cavalier doit le diriger pour qu'il aille dans la bonne direction. Alors ce circuit de la récompense explique tous les effets positifs de la musique. Donc il va sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est le neuromédiateur du désir, c'est ce qui nous donne envie de quelque chose. C'est bien d'avoir un beau cerveau qui nous dit ce qu'il faut faire, mais encore faut-il avoir envie de le faire. Ben, si on n'avait pas cette dopamine, ce cerveau du plaisir de la récompense, on aurait envie de rien faire. Donc la dopamine qui manque chez les Parkinsoniens, d'où l'intérêt de la musique dans le Parkinson. Un Parkinsonien qui danse le tango, ben, le temps d'une danse, il sera moins Parkinsonien. S'il imagine simplement une musique qui lui plaît, il va aller mieux, il va sécréter de la dopamine. Ce circuit de la récompense sécrète la sérotonine qu'on trouve dans tous les antidépresseurs, l'effet antidépresseur de la musique, anti-stress dont avait parlé Ariel. Il va sécréter des endorphines, donc de la morphine endogène, ce qui explique quand vous écoutez de la musique que vous puissiez avoir la chair de poule et que vous ayez moins mal. Vous avez des rhumatismes chroniques, vous écoutez de la musique, et bien pendant que vous écoutez la musique et les heures qui suivent, vous aurez moins mal. Il va agir sur l'adrénaline, il peut la diminuer, déstresser, mais dans d'autres cas, vous pouvez avoir envie d'écouter une musique bien tonique qui vous donne envie de faire des choses qui vous stimulent. Il agit sur l'ocytocine, donc le neuromédiateur, enfin l'hormone de l'amour, de l'attachement. Vous comprenez, tout ça, c'est le circuit des drogues. Ça explique pourquoi
une musique peut passer dans votre tête en boucle sans que vous puissiez vous en détacher tant qu'elle vous fait sécréter tout ça. Donc quand vous avez fait tout ce circuit, vous comprenez pourquoi Chopin peut rentrer dans votre cerveau, le sculpter et venir directement à l'intérieur de vous. Et si vous voulez, ça contredit un petit peu ce qu'on dit habituellement dans les neurosciences, c'est-à-dire depuis Spinoza, on dit la matière génère l'esprit, le cerveau fait de l'esprit naît de la matière. En matière de musique, c'est complètement différent. C'est vraiment un esprit. À la Renaissance, au Moyen-Âge, on pensait que la musique, c'était un petit animal désincarné qui se propageait comme un agent infectieux. Donc c'est un esprit, c'est l'esprit de Chopin, qui va rentrer dans votre cerveau, qui va le caresser, le modifier, qui va s'incarner dans votre cerveau. Donc c'est un esprit qui s'incarne. Et en matière de musique, je fais plus confiance à Mozart qu'à Spinoza. Mozart, une de ses plus belles pages, c'est Et incarnatus es pour la messe en ut. Et maintenant, on peut retourner, ouvrir notre cerveau à l'esprit de Chopin. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, docteur Pierre Lemarquis.